Le décor étant planté, nous allons pouvoir remettre le micro. En général, ici, on n'a pas une presse en ligne. Les journaux qui sont des journaux nationaux, qui apparaissent sous forme papier, souvent, ils n'ont pas de version électronique. Donc, ce qui existe, la plupart de ce que nous voyons, c'est des blogs personnels. Des fois, vous prenez un tel qui donne son nom au blog, et on a des médias en ligne, on peut dire des médias en ligne, qui diffusent des informations, des actualités sans beaucoup de détails. Parce que la presse en ligne, quand vous prenez un journal en ligne, comme Jeune Afrique par exemple, vous pouvez avoir Jeune Afrique dans votre page Facebook, mais dès que vous cliquez sur la page, en tout cas sur le lien, il te renvoie au journal, il te donne quelques éléments d'information, mais il te renvoie au journal. Et donc quand vous cliquez sur le journal, on vous demande un abonnement. Donc, vous n'avez pas toute l'information. Ce genre de presse en ligne, nous n'avons pas ici. On a des médias en ligne, genre Chat Info et autres, qui informent, qui ont joué un rôle très important dans la circulation de l'information, dans l'information en général. Mais la plupart de ces blogs, la plupart, je ne dis pas tout, ils sont des amateurs, ce n'est pas de professionnels. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à ces médias en ligne les b.a.-ba de l'information, comment on informe, quelles sont les limites, quelles sont les règles en termes d'information. Et donc, je dis que la Hama, par exemple, pouvait aider dans ce sens à permettre à ces initiatives personnelles, les blogueurs, les médias en ligne, de leur permettre d'être plus ou moins professionnels. Et donc, en général, ce que je dis en arabe. Nous passons le micro à M. Mamadou Djimtebay pour nous dire son point de vue. Merci pour l'occasion que nous offre la télé nationale pour célébrer cette journée si chère à nous, acteurs des médias. Le ministre Tchorom a mis le décor, mais bon, je veux juste appeler, je dirais un ajout, que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, les médias que vous avez cités, notamment Aluida et nous autres, on a fait des efforts pour se professionnaliser. La plupart des gens qui travaillent dans nos médias, ce sont des professionnels du média parce que c'est des journalistes formés et autres. Et c'est vrai que les lacunes que vous avez relevées existent, mais il y a eu beaucoup d'efforts dans ce sens. Alors, je reviendrai au sujet, c'est-à-dire la participation des médias en ligne dans une transition comme la nôtre. Avant de commencer, il faudra d'abord que je mette un peu le contexte. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près une vingtaine de médias déclarés au niveau de la Hama comme médias en ligne. Dans cette vingtaine de médias, à peu près 5 fonctionnent normalement. C'est-à-dire que tous les jours, ils produisent du contenu, ils font un travail de terrain et autres. Et les autres, c'est de façon aléatoire. Un jour, ils sont là, un jour, ils ne sont pas là, et tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a un point important dont le ministre a parlé, c'est la professionnalisation, l'exigence, la rigueur que nous impose le métier de journaliste. Ce n'est pas un métier banal comme ça et qui n'est pas normé. Au contraire, c'est un domaine très régulé et méthodique et précis parce que l'information, comme vous le savez, est une denrée cruciale et sensible et stratégique. Si elle n'est pas bien manipulée, c'est-à-dire manipulée par des amateurs ou des gens qui ont des mauvaises intentions,
Imaginez une période comme laquelle on traverse actuellement, c'est-à-dire la transition politique où les choses ne sont pas stables, une mauvaise information peut avoir des conséquences inestimables. Et le plus grand fléau du secteur des médias en ligne, c'est les fake news, c'est la désinformation. Mais il y a une multitude de pages sur Facebook, Twitter, LinkedIn et autres qui existent et qui ont le titre ou bien se comportent comme des médias et qui ne sont pas des médias. Un média est tenu à certaines exigences techniques et déontologiques, alors que des gens créent des pages et autres sur les réseaux sociaux et commencent à diffuser des informations qui sont souvent tendancieuses et même dangereuses, parce qu'ils prennent position pour un parti, un mouvement ou autre. Alors, dans une transition comme la nôtre, laisser cela continuer comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut être dangereux. Rien que cette semaine d'ailleurs, que je ne parle même pas, la semaine, quelqu'un a pris une publication du président de la République, l'a transformée, et ça a commencé à tourner. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais je pense que la plupart, comme c'est des jeunes que je vois ici, ils ont vu passer. Cette façon de faire a obligé la présidence à faire un démenti. Mais tellement ça a été bien maquillé que beaucoup l'auraient pris pour argent comptant, puisqu'il y avait une historique derrière ça. Donc, le rôle premier des médias en général, et ceux en ligne en particulier, c'est d'abord d'informer la population. Notre rôle, c'est d'éduquer, donner la bonne information pour que les citoyens sachent qu'est-ce qui se passe pendant cette transition. Qu'est-ce que font nos gouvernants pour mener à bien cette transition, pour qu'on retrouve l'ordre constitutionnel et un fonctionnement régulier. Dans le cas d'Espagne, aujourd'hui, on est en train de vivre une tension sociale due au manque de l'énergie. Là, notre rôle, c'est de permettre aux officiels de venir expliquer pourquoi il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'il y ait de l'essence? C'est ça notre rôle. Et interpeller aussi les responsables dans leur rôle de pourvoyeur, c'est-à-dire des gens au service de la population et non qui sont là pour se servir. Dans le paysage tel que je vous l'ai décrit, sachez qu'au Tchad, il y a, selon les dernières statistiques, il y a à peu près 3 millions d'internautes. Sur les 3 millions, 3 millions de connexions Internet, et il y a 400 ou 500 000 internautes qui sont actifs. Si vous prenez les 17 millions de la population, c'est rien. Mais malheureusement, la force des réseaux sociaux et leur impact aujourd'hui fait que quelque chose qui sort sur les réseaux sociaux a plus d'impact et peut avoir des conséquences très très négatives. Dans la salle, si je regarde, tout le monde a un téléphone intelligent et notamment WhatsApp. C'est-à-dire, je peux monter une info et je vous balance, tout le monde a ça. Donc, même nos parents qui ne sont pas connectés, parce que vous avez quelqu'un dans une maison de 20 personnes et un seul, il a la connexion Internet et qui a accès à WhatsApp, il peut avoir une info qui peut avoir des conséquences énormes sur le reste. Donc voilà à peu près ce que je peux dire et le reste, je laisserai ça au débat qui aura lieu et vos questions. J'essaierai de répondre de mes capacités. Merci. Merci. Nous allons pouvoir remettre le micro à qui veut le prendre pour soit poser sa question, soit apporter un complément afin que nous puissions être amplement édifiés sur le rôle des médias électroniques en période de transition au Tchad. Sentez-vous libre, hein, soit en arabe ou en français. Bonjour et bonsoir à tous. Moi, c'est Mbaye Issem Gédéon du journal Aluida Info. Comme vous parlez des médias en ligne, je suis aussi du journal en ligne, c'est pourquoi je vais m'appesantir sur ce que nous sommes en train de débattre. Et avant que je ne puisse poser une question ou encore parler, le ministre vient de parler un aspect du journal en ligne qui est Jeune Afrique. Et, compte tenu du contexte tchadien, et le directeur du groupe média Tchad Info venait de le souligner. Vous savez que nos publics tchadiens ne connaissent pas l'utilité des journaux ou encore des journaux en ligne. Peu de gens lisent. Malgré, avec tous les moyens que nous utilisons, que nous avons pour mettre
n'est-ce pas, à la consommation du public, les informations, ceux-là ont du mal à lire ce que nous produisons ou ce que nous faisons. Vous prenez par exemple, juste pour un article publié en ligne, les gens ne lisent que les titres et quand vous partez dans les commentaires, vous allez comprendre que les gens, ils s'acharnent entre eux, les lecteurs, ils discutent sans lire même le contenu du journal, de ce qui est publié. Ils lisent seulement les titres et sans tenir compte de ce qui est à l'intérieur. Et aujourd'hui, si nous utilisons cette méthode, monsieur le ministre, je vous assure que peut-être on aura pour un article publié en ligne des likes ou soit 3 personnes qui vont s'abonner. Ça, c'est à coup sûr. Avec tout ce que nous faisons déjà même, nous n'atteignons pas encore le public, les gens n'accordent pas de l'importance aux médias en ligne. Et concernant les dialogues, comme nous parlons des cas du Tchad, période de transition, laissez-moi vous dire que même si vous ne nous avez pas félicités, nous nous félicitons. Les journaux en ligne ont fait un travail vraiment remarquable en période de transition et surtout au processus de dialogue. Du moment où les gens interviennent via la télé Tchad, automatiquement ces informations sont reliées en direct. Les gens suivent dans la diaspora et partout au monde. Or, les canaux de communication qui sont à la voix basse classique prennent ces éléments, ils partent dans leur rédaction, ils écoutent l'audio mot par mot avant de décrypter, encore couper les morceaux et les publier. Vous voyez un peu la réalité des choses. Maintenant, ma question, nous faisons face à un problème d'accès à l'information, donc nous avons débattu de ces problèmes au niveau de Radisson Blu. L'accès à l'information. Les informations sont données aux journalistes préférés ou soit des journalistes qu'on les appelle VIP. Quand on apprend que vous êtes un journal en ligne, vous venez pour une information, cette personne pense peut-être que c'est pour aller raconter des choses sur lui, sur le chantage. Elle se retient et elle préfère donner cette information à une presse qui est pro-gouvernementale, permettez-moi le terme. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour aider les médias en ligne à mieux faire le travail? Vous avez évoqué la problématique, maintenant la solution. Je vous remercie. Moi, c'est Taoué Sylvain. Tout à l'heure, le ministre vient de dire qu'il n'y a pas de journaux en ligne proprement dit ici au Tchad. Ma question est de savoir qu'en est-il aujourd'hui des journaux qui paraissent à la fois sur la version papier et en ligne. Est-ce que ces journaux ne sont pas inscrits parmi des journaux en ligne? Je m'appelle Noah et je suis en 2e année de communication à l'Université de la Francophonie. Tout d'abord, nous voyons ici le rôle des médias, surtout en ligne, dans notre pays, et nous voyons qu'il y a assez d'aspects et des options qui rentrent en compte lorsqu'on prend les médias en général. Est-ce que la presse en ligne et sa place dans le décor de la communication tchadienne est vraiment prête à assumer l'influence des réseaux sociaux et de la presse en ligne en particulier? Si on prend en compte les atouts majeurs comme les défauts de communication, un réseau vraiment défaillant avec seulement deux entreprises de communication ici qui prennent le monopole de la communication pour un acquis et pour lequel nous subissons plusieurs états de défaillance, états d'échec et tout, mais dans lequel la population n'a aucune force ou encore aucune adversité. Alors c'est quoi le rôle vraiment de l'État face à cette situation vraiment défaillante ou encore vraiment en échec? Donc est-ce que la place de la communication en ligne est vraiment prête pour le climat tchadien en fait? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accueillir la presse en ligne? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce qu'on pourrait dire une presse vraiment en ligne? C'est vraiment ça la question. Nous remettons la parole aux 2 panélistes, s'ils ont pris note, afin d'apporter d'abord des éléments de réponse aux 3 premières préoccupations et compléments, avant d'en prendre un autre groupe. Merci. La première intervention, c'est une contribution. C'est une contribution. Il a fini par faire des réflexions par rapport à l'existence même de la presse en ligne, le média en ligne. Il a expliqué qu'ils ont des difficultés. Les journaux qui existent ont des difficultés de vente. Les gens ne lisent pas. Si on ajoute encore des journaux en ligne,
la version électronique, il aura des difficultés à avoir des abonnés. C'est ça la réflexion. Et je crois qu'avec le temps, ça viendra, les gens vont prendre du goût et il faut essayer. Je crois qu'il faut essayer. Le monsieur qui l'a suivi est allé dans le même sens et il se pose des questions. Les journaux qui sont imprimés en version papier et en même temps en version électronique, quels sont leurs statuts, quelles sont leurs places? Je n'ai pas dit qu'ils n'existent pas. Peu de journaux aujourd'hui sur le terrain, en tout cas au Tchad, ont deux versions. J'ai la version papier, mais pas de version électronique. Ça, ce sont des journaux, ça c'est ce qu'on appelle la presse. La presse écrite, elle existe. Mais la presse en ligne, c'est-à-dire la même maquette qui existe sur le papier, vous pouvez la voir sur Internet. J'ai sur le téléphone Le Monde, par exemple, du matin. Le même journal, Le Monde sur papier, on l'a sur version électronique avec les photos, avec tout ce que vous connaissez comme maquette. Mais ça viendra avec le temps. Ça nous permettra d'avoir deux versions, version électronique et version papier. Maintenant, ce que je dis, c'est dans le sens de définir les choses, c'est-à-dire définir presse électronique et définir ce qu'on appelle le média en ligne. Le média en ligne, on a le podcast que vous connaissez, vous pouvez avoir votre boîte et vous pouvez diffuser des choses qui sont plus simples, qui passent vite, plus que la version papier, par exemple. Le Jim Teba est à côté. Et nous saluons ce qu'ils font comme travail. C'est un travail impeccable. Les autres médias en ligne, ils font du bon travail. Votre collègue qui vient de parler avant vous, il a parlé de la couverture médiatique du dialogue national, par exemple. C'est extraordinaire. Au même moment, le Tchadien qui est au Canada, il suit ce qui se passe en salle. Il ne peut pas avoir Télétchad, mais il peut avoir Tchad Info, il peut avoir Aluida, il peut avoir une page Facebook d'un journal en ligne ou un média en ligne qui lui permet d'avoir l'information à la seconde. Donc c'est quand même un apport très important. Nous ne disons pas que vous faites un travail de qualité. Voilà. Maintenant, la deuxième question et la troisième question, je peux la laisser pour Mamadou. Oui, juste un tout petit rappel parce que M. Mbaye Naïsem Gédéon a parlé de la méconnaissance du public des médias en ligne. Il nous rappelle également que les gens font une lecture un peu bornée parce qu'ils s'en tiennent simplement au titre, mais ils ne partent pas au fond du contenu même du papier. À moins que je me trompe pas, M. Gédéon. Alors, en même temps, il a parlé de l'accès difficile à l'information par les médias électroniques ou médias en ligne. Alors, tout cela vient compléter, je ne sais pas, l'autre, M. Noah, étudiant en communication, qui parle également d'un coût astronomique d'Internet ici au Tchad. Alors, il s'interroge également pour savoir la place même de la communication en ligne. Est-ce que l'État est prêt pour l'accepter? À moins que je travestis votre idée, hein, M. Noah. Voilà. Donc, voilà un peu résumé les préoccupations. Et sa question est pertinente. Est-ce que le Tchad est prêt à acquérir une presse en ligne, proprement dit? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas totalement le cas, parce qu'il y a encore des efforts à faire. Et la preuve, c'est ce que mon collègue Gédéon disait, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à l'accès à l'information, et même le fait que de considérer les médias en ligne comme un média à part entière, ça reste encore difficile dans la mentalité de beaucoup de nos responsables. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a eu des évolutions, il faut les reconnaître. Vous savez que les médias en ligne, jusqu'en 2019, n'avaient pas de statut juridique. Il y a eu une réforme au niveau de la HAMA, des nouveaux textes qui ont permis de reconnaître.
Tchad Info a 10 ans d'existence. De 2012 à 2019, on n'avait pas d'existence juridique parce que même les textes ne nous le permettaient pas. Il a fallu qu'il y ait des réformes pour qu'on nous reconnaisse et donc on allait prendre un récépissé. Et donc imaginez-vous, avant 2019, si on sortait quelque chose et que ça ne plaisait pas au gouvernement ou à King Kong, on était frappé par le coup de la loi parce qu'on était, disons, pirates quelque part. Voilà, donc oui, c'est dur, mais des évolutions et des choses se font pour arranger. La preuve, rien que le coût d'Internet dont vous décriez, quand on avait commencé, c'était 20 000 francs le giga. Aujourd'hui, on parle de 1000 francs. Donc, vous voyez, il y a eu des évolutions. Les choses bougent, peut-être pas vite, mais ça bouge. Maintenant, ce que Gédéon a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème au niveau de nos lecteurs. Il y a un travail d'éducation à faire. Et c'est vrai, on nous le constate. On est sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens, ils viennent commenter, il y a 100 commentaires, et souvent, les 100 commentaires même sont hors sujet, parce qu'ils se sont juste arrêtés au titre. Et ça c'est une question d'éducation du public, pour que, malheureusement, je constate, les jeunes n'aiment pas lire. Ils aiment juste les sensationnels, les choses rapides là, qui peuvent pousser à réagir. Et les réseaux sociaux, même, on dirait que même leur fonctionnement, c'est poussé à la réaction. C'est-à-dire les débats, les choses chaudes, les buzz, là, c'est ça qui marche. Et il y a un gros travail, c'est vrai, nous-mêmes, les médias, on a une responsabilité vis-à-vis de nos lecteurs pour les amener à avoir le bon comportement. Mais l'État et la société dans sa globalité ont leur responsabilité. À la deuxième question de monsieur par rapport au statut des journaux qui existent déjà et qui sont en ligne. La HAMA autorise à un journal existant, je prendrai le cas de Le Progrès ou de N'Djamena Hebdo, à avoir un site internet, mais c'est un site vitrine, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre que ce qui est dans le journal. Et comme vous l'avez dit avec Le Monde, vous achetez le Progrès du jour, ils doivent la même chose. Si jamais Le Progrès met sur son site internet un article natif qui n'est même pas paru dans le Progrès d'aujourd'hui et qu'ils ont placardé ça, ils sont en infraction et automatiquement ils doivent faire une demande spécifique pour être reconnus comme un média en ligne. C'est ça les textes, c'est ça les textes. Donc tous les médias peuvent avoir un site internet pourvu que ça soit une caisse de résonance, c'est-à-dire une continuité du journal papier en fait. Merci. صالح النور يعقوب تحدثتم سعادتكم عن الصحافة في التواصل الاجتماعي ونرى أن كثير من الإشاعات تنشر في كل وقت وحين مع علمنا بأن الذين ينشرون في التواصل الاجتماعي أكثرهم لا ينسبون لهذه المهنة الشريفة وهي الصحافة. السؤال: هل سيلامون الصحفيون في هذا أم أنهم براء من ذلك إذ أنهم تركوا دورهم ليقوم به غيرهم؟ هل الصحفيون براء من ذلك أم أنهم سيلامون في هذا إذ أنهم تركوا دورهم ليقوم به غيرهم؟ Moi, je réponds au nom de Masria Befiba, étudiante en communication à la francophonie de N'Djamena. Le nom? Quel est l'avantage ou l'inconvénient des médias électroniques en période de la transition? أولاً الاسم محمد جمعة طاهر صحفي في صحيفة بريس 235. السؤال: لما الصحف الإلكترونية هي سهلت للمواطن أن يتلقى المعلومات في أسرع وقت، حتى هناك إذا في خلط أو في سرعة، وإلا أنها سهلت، لذا الكل يرجع إليها في حالة شنو؟ في حالة الضرورة. ولكن صدر مؤخراً قرار من الحماة على ما أقصد بأنها حلت محل التلفزيون. هناك بعض الصحف تعمل مقابلات كصحيفتنا، تعمل مقابلات مع شخصيات كده بارزة في الدولة، يعني كانت هناك تخوف لأن الناس يرجعون إلى الصحف الإلكترونية ويتركون الصحف التقليدية أو التلفزيون التقليدي كتلفزيون تشاد يعني. La première question du monsieur en face, du jeune homme en face, هو يتحدث هل أن الصحفيين تنازلوا عن دورهم للوسائل الحديثة يعني الفيسبوك إلى آخره. أنا أعتقد الأمر لا يتعلق بأن لا يعني أن الصحفيين تنازلوا عن دورهم بقدر ما أن ذلك فرضته الظروف الحديثة، التطور الحديث لوسائل التواصل، للتكنولوجيا الحديثة إلى آخره، فلم يتركوا دورهم، لكن على من يكتب
في هذه الوسائل أن يكون مسؤول. موضوع الحلقة الحالية هو دور هذه الوسائل في الفترة الانتقالية. يجب على من لديه مدونة من المدونات، من لديه صفحة مشهورة له تأثير على المجتمع، يجب أن يدرك أن هذه الكتابة مسؤولية، وعليه أن يضع في هذه الصفحات ما يخدم الوطن، بمعنى أنه يتناول الخبر بمسؤولية. تقع حادثة بين قبيلتين على سبيل المثال في منطقة من المناطق، يجب أن يتناول الموضوع بكثير من الحذر بحيث لا يدخل في التفاصيل التي تتعلق بالأسر وبالأشخاص، لأن ذلك قد يؤدي مثلا إلى حدوث مثل هذه الأشياء في مناطق أخرى. ذلك يعني ما يجعل الشخص مسؤول ويتناول مواضعه بمسؤولية. أعتقد هذا هو الأهم. الأخ الذي تناول الموضوع الأخير فيما يتعلق بسرعة نشر الأخبار، ويعتقد أن هذه الوسائل قد تشكل يعني وسائل منافسة للتلفزيون، بأنهم ليسوا قادرين من بث معلومات أو مقابلات في صفحاتهم. أعتقد أن الوقت الحالي هو وقت التنافس، وعلى ما أعتقد أن التلفزيون نفسه لديه نشرات متعددة، لديه أيضا صفحات على الوسائل الاجتماعية تنشر هذه المقابلات، ولا أعتقد أن ذلك قد يكون لديه يعني يشكل مشكل فيما يتعلق بالتنافس. Je laisse la parole à James Tebay pour répondre à la dernière question. Les avantages sont multiples. Les premiers que je peux énumérer, c'est déjà informer, bien informer. On est en période de transition, il faut que la population soit au courant de ce qui se passe et quelle est la bonne information. Elle est l'information en temps réel, elle est disponible 24 heures sur 24 et à souhait. C'est ce qui n'est pas le cas d'une radio ou bien d'une télé. C'est-à-dire les programmes sont articulés sur tant d'heures. Mais alors que vous prenez un site en ligne, si vous voulez vérifier une information, que vous vous connectez à 9h ou à 10h, c'est toujours sur le site. Vous pouvez revenir demain, même vous allez trouver. Donc, les médias en ligne présentent bien d'avantages. C'est-à-dire la spontanéité, la disponibilité et aussi ceux qui sont sérieux, c'est-à-dire la véracité des infos. Maintenant, les inconvénients, comme dans toute œuvre humaine, rien n'est parfait. Parmi les inconvénients, c'est-à-dire c'est la manipulation et les fake news. Ça, c'est vraiment l'un des fléaux qu'il faut savoir combattre. Et c'est dangereux, je le répète, en cette période aussi sensible que de se laisser manipuler et divulguer des fausses informations parce qu'elles peuvent avoir des conséquences inestimables. L'avantage, c'est que l'interactivité, c'est-à-dire vous pouvez commenter une information sur, par exemple, Tchad Info ou un autre média, Al-Wihda ou autre, qui publie une information. Vous avez une information qui contredit ce qui a été publié, vous pouvez le faire. Par contre, vous ne pouvez pas le faire à la radio ni à la télé. Je suis Ngambi Daniel, étudiant au département des sciences et techniques de l'information à l'université Mikoussi. À travers les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont amis ou ennemis des médias en ligne? Je m'appelle Anour, je suis étudiant en première année de communication, Institut Al-Ma'arifa. Ma question est de savoir, parce que les médias ont une influence immédiate sur la société, quelles sont les limites de cette influence? C'est juste ma préoccupation. Merci. الاسم علي حامد قداي من معهد المعرفة. حضرة الدكتور أبو بكر الصديق شرومة، أشكركم على بعض التوضيحات التي وضحتموها لنا، وسؤالي هو الآن وفي الوقت الحالي في التواصل الاجتماعي هناك بعض الناس وبشكل خاص بعض الشباب ينشرون أخبار غير صحيحة باسم صحيفة.
هل هذه الأخبار تؤثر على الصحيفة أم لا؟ وهناك أيضا سؤال آخر يقول إذا كان هناك عامل من صحيفة ما نشر خبر غير صحيح، هل تعاقب الصحيفة بسبب العامل الذي نشر خبر غير صحيح أم يعاقب العامل ذاته؟ سلام. Aujourd'hui, si je prends le cas de Tchad Info, 70% de nos lecteurs nous viennent de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok et même YouTube. Donc, les réseaux sociaux deviennent un vivier de lecteurs pour nous. C'est une source vraiment d'audimat énorme, inestimable. Il y a à peu près 700 000 Tchadiens sur Facebook. Donc, nous, médias, avons intérêt à être là où sont les gens. Donc, dans ce cas de figure, exploiter comme ça, c'est des amis. Alors, ennemis, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux donnent la possibilité à n'importe qui d'ouvrir un compte et de se comporter comme si c'était un journaliste et de diffuser des informations. Là, ça devient dangereux. Déjà, parce que les personnes qui ne sont pas mieux outillées, c'est-à-dire qui n'ont pas une formation et qui ne respectent pas les règles éthiques que nous impose le journalisme, peuvent causer des dégâts dans la façon dont ils transmettent l'information. Ils peuvent être, par leur comportement, comme des gens fiables, et nous, on peut être trompés, aller prendre leur information, alors que c'était une fausse information. Là, ça devient un danger et ce ne sont pas des amis. Qu'on dit que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est l'un des piliers de la démocratie. Il ne peut plus y avoir une démocratie sans les médias qui aient une certaine liberté d'expression et autres. Parce que le peuple ne peut avoir un outil de pression ou faire entendre sa voix que par les médias. Alors, notre influence, elle est légitime et elle est guidée par, disons, le code de déontologie qui régit le monde des médias. Vous savez, il est très strict. Hein. C'est un rôle, je dirais, c'est un sacerdoce pour une bonne cause et qui est dans l'intérêt de tout le monde, aussi bien les gouvernants que la population. Donc leur influence, elle se justifie par ça. Ça vient de là parce qu'on a un mandat, celui de protéger notre population, bien l'informer, lui donner les outils nécessaires pour qu'elle puisse appréhender n'importe quelle situation. Aujourd'hui, si par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du cas de la pénurie, si on a les bonnes informations, notre population, elle sera avisée, elle sait ce qui se passe. Il y a une pénurie, pourquoi? Parce qu'il y a la maintenance au niveau de Djermeya. Pourquoi ça traîne? C'est parce que. Et c'est ça le rôle. Et l'influence vient de là. Et après, on n'est pas à l'abri de manipulation. Je l'insiste toujours, il y a des médias d'opinion et des médias tendancieux. Ça, on ne peut rien faire. Ça, c'est à l'État et à la Hama de veiller à ce qu'il y ait respect des règles et de la déontologie journalistique. سؤال يتعلق بالشباب الذين ينشرون أخبار غير صحيحة على صفحة من صفحات أي جريدة، هل يعاقب الشخص أم تعاقب الصحيفة؟ أنا في رأيي تعاقب الصحيفة باعتبار أنها هي الوسيط أو الوسيلة التي تسمح له بالنشر. لا شك أن لكل وسيلة إعلامية كلمة سر لا يدخلها إلا من يمتلك هذه الكلمة ثم يفتح له أو يعطيها إياه بحيث يتمكن من نشر هذه المعلومات. وأعتقد أن الصحيفة لابد أن تكون مسؤولة مما ينشر على صفحاتها. Merci à Monsieur le ministre Siddiq Choroma, ancien journaliste de la Télé Tchad, ancien ministre, pour sa disponibilité. Nous disons aussi merci à M. Mamadou Djimtebaï, directeur de Tchad Info, donc média en ligne, pour sa disponibilité également. Nous vous remercions infiniment pour votre participation, parce que sans vous, cette conférence ne devrait pas aussi avoir lieu. La protection des journalistes, surtout dans l'exercice de leur métier. Et je crois que ce sujet, c'est une préoccupation universelle. Tout le monde aspire à la liberté et à la sécurité. Ce n'est pas l'apanage des journalistes seuls. Moi qui vous parle également, j'ai envie de cette sécurité. J'ai bien envie d'être protégé où je vis, d'aller et venir comme je veux.
Je n'ai pas envie aussi d'être attaqué ou bien d'être offensé par qui que ce soit. Et c'est le vœu que tout le monde aspire à ça. Aujourd'hui, les journalistes posent cette question en termes de sécurité parce que dans l'exercice quotidien de leur métier, ils se trouvent chaque fois, pas chaque fois, mais du moins lorsqu'il y a une manifestation publique, les journalistes font face à ce qu'on appelle aussi les forces de l'ordre, qui sont appelées aussi par l'État à assurer l'ordre et le maintien de la sécurité. Alors, entre les deux, il y a souvent un malentendu. Parce que pour les forces de l'ordre, les journalistes ne sont pas les bienvenus dans une manifestation publique. Or, vous avez une loi, c'est la loi 031 de 2018 qui régente donc la presse au Tchad. Et dans cette loi, vous avez des dispositions expresses qui vous disent que les journalistes doivent accéder librement à des manifestations publiques. Accéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que venir assister, regarder, observer tout ce qui se passe et rendre compte au public. Parce que ceux qui n'assistent pas aux manifestations publiques, qui sont restés à la maison, ceux qui écoutent la radio, ils attendent cela des journalistes. Et eux, ils sont leur porte-parole. Ça veut dire qu'ils sont là, ils représentent leurs yeux et ils leur rapportent tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est que pour les hommes en tenue, parce que comme je parle de malentendus, parce qu'ils ne comprennent pas le rôle que le journaliste joue. Mais nous avons au Tchad tout un arsenal juridique qui est là. Nous avons le code pénal qui réprime les infractions de droit commun en ce qui concerne tout le monde. Les journalistes, à mon sens, même si peut-être qu'ils ne l'appréhendent pas de cette manière, ils sont régis par une loi spéciale qui déroge du droit commun. Lorsque eux, ils commettent des fautes dans l'exercice de leur métier, il y a une procédure spéciale parce que la loi leur a fait une faveur pour dire que vous n'êtes pas comme les autres. Et le journaliste, lorsqu'il se présente à un lieu public, il doit exhiber aussi sa qualité de journaliste professionnel. Ça renvoie donc à la possession, à la détention d'une carte de journaliste professionnel en cours de validité. Mais il ne faut pas venir parce que simplement on a un téléphone ou bien un magnétophone pour dire que je suis journaliste, ce n'est pas suffisant. Moi, je crois que je ne vous jette pas la pierre, mais c'est ce que je constate. Parce qu'un journaliste, c'est celui-là qui est en règle aussi, avec la loi qui le régente. Il faut être détenteur d'une carte de journaliste professionnel. Bon, on me dira que oui, les conditions d'obtention de cette carte aussi sont assez exorbitantes. Ça, c'est un autre débat. Moi, je ne vais pas venir là-dedans. Mais je dis simplement que voilà ce que la loi exige aussi du journaliste. Et le journaliste, chaque fois qu'il se présente, il doit exhiber sa carte « Je suis journaliste ». Et en ce moment, en face, le force de l'ordre qui est là pour assurer le maintien de l'ordre doit lui frayer le chemin. Parce que lui, il est là simplement pour collecter les informations, aller traiter et diffuser. Mais il n'est pas l'ennemi de celui qui porte une arme, non. Il est là pour faire son travail. Celui qui porte l'arme est là aussi pour assurer la sécurité de tous ceux qui assistent à une manifestation publique. Malheureusement, entre les deux, il n'y a pas cette compréhension. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes. Bon, pour le journaliste, il faut une protection encore spéciale. Mais moi, j'estime que le fait qu'il soit déjà régi par une loi spéciale, c'est déjà un privilège. Maintenant, est-ce qu'au-delà de ça, il faille encore ériger une règle spéciale pour protéger les journalistes? Moi, je me dis que non. À l'instant T, ça veut dire que le dispositif est là. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi se défendre. Parce que le journaliste, lorsqu'il est atteint dans son intégrité physique, rien ne lui empêche également de déposer plainte contre l'auteur de cette agression pour demander des comptes. C'est vrai, c'est arrivé. Et je crois que Stéphane est là pour le témoigner. Nous en avons échangé la dernière fois. C'est des cas qui arrivent. Mais c'est des choses regrettables, c'est vrai. Mais les journalistes, pour l'instant, les textes sont là. Sauf que de l'autre côté, il y a un effort à faire. Ça veut dire que ceux qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre doivent être sensibilisés également sur la connaissance du métier qu'exerce l'autre, celui qu'on appelle le journaliste. Il ne faut pas le prendre pour un ennemi ni pour un adversaire, non. Ce n'est pas un fauteur de troubles, non plus tout à l'heure. On a parlé des blogueurs, des
en fait, je ne sais pas moi, de la presse en ligne, mais c'est vrai, lorsqu'il y a débordement, il y a aussi des risques. Parce que le débordement peut susciter un soulèvement, et ça, personne ne le veut. Et je crois que vous en convenez avec moi. Tout le monde aspire à la quiétude, à la tranquillité, à la sécurité. Mais maintenant, il faut que chacun, dans son rôle, s'assume. Et lorsque le journalisme exerce son métier dans les règles de l'art, on a parlé également du code d'éthique et de la déontologie. Ça aussi, c'est un mécanisme que les journalistes eux-mêmes ont institué pour dire que personne ne doit déroger à la règle. Mais Dieu seul sait si tout le monde respecte cela. Ça aussi, c'est un autre débat. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas venu ici pour faire, je ne sais pas moi, le procès des journalistes, mais je parle des textes. Et je me dis simplement qu'au regard des textes qui existent, il y a aussi un message à faire passer. Les journalistes se sentent toujours en insécurité parce que lorsqu'ils vont sur le terrain pour travailler, ils sont persécutés par les forces de l'ordre qui, malheureusement, de l'autre côté, ne comprennent pas le rôle qu'eux, ils jouent. Eux, ils sont au service du public, ils sont là pour collecter les informations. C'est ça le rôle traditionnel d'un journaliste. C'est aller chercher l'information et mettre à la consommation du grand public. Parce que si eux, ils ne travaillent pas, je ne sais pas, celui qui est au fin du Tchad, comment il va être informé que tel ou tel événement s'est passé à tel endroit et à telle heure? Non. Il va falloir que lui, il soit là pour porter l'information à la connaissance de ceux qui sont très loin d'ici. Mathurin, vous avez la parole. Merci. Je pourrais être très très bref. Comme disait Maître Aldol, la question de protection du journalisme ou des professionnels de médias intègre la dimension même de gouvernance dans notre pays. Je crois, si on se rappelle bien, dès les premières heures de l'avènement de la démocratie, on a vu apparaître des messages forts qui, en termes de projet de donner la liberté aux Tchadiens. Et je crois ce qui a été traduit par un engagement de réforme après l'adoption, comme le maître a dit, de la Constitution de 1996. Il y a assez de réformes institutionnelles, il y a assez aussi de réformes structurelles, ainsi que les nouveaux textes en termes de loi, en termes de règlement ont été également adoptés. Notre pays, à l'égard des autres pays, n'est pas seul. Et comparativement à ce qui se fait ailleurs en termes de protection de la sécurité des journalistes, je pense que notre pays a une bonne position. Si on essaie de regarder un peu dans la sous-région, que ce soit dans le cadre de G5 Sahel, que dans le cadre de la CEMAC ou de la CAC, et je pense qu'il y a quand même des efforts considérables qui ont été faits, tant par l'État que par les collectivités, dans une envie d'améliorer davantage l'environnement sécuritaire des professionnels des médias en général et des journalistes en particulier. Et cet engagement ou ces réformes ou cette question de politique a aussi des fondements internationaux. Le Tchad n'est pas seul. La base internationale de protection ou de la sécurité des journalistes tire ses premières références de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les engagements ou les initiatives qui ont été proposées au niveau des Nations Unies à travers le secrétariat général, qui a, au travers les informations et les ressentis même des journalistes, a estimé nécessaire de proposer, et je crois qu'il y a un signe fort qui a été fait en 2015. Et pour la première fois, la résolution des Nations Unies a été votée par l'Assemblée générale pour reconnaître la question de la protection des journalistes et les professionnels des médias. Nous avons dans le cadre des objectifs de développement durable, nous avons l'objectif 16 qui est consacré exclusivement pour la protection et la justice des professionnels des médias. Et c'est aussi des signes forts. Nous avons dans le cadre régional l'Union africaine qui a comme base la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, a réaffirmé les mêmes principes. Et je crois en 2021, si vous me permettez, si je ne me trompe pas, il y avait une plateforme qui a été mise en place au niveau de l'Union africaine
pour œuvrer spécifiquement pour la protection et la sécurité des journalistes et les professionnels médias, y compris les personnes associées à ces journalistes. Parce que pour que les professionnels des médias accomplissent leur mission, qui est de chercher les informations, de les vérifier, de les traiter et diffuser, mettre à la consommation du public, ils ne sont pas seuls. Ils ont des collaborateurs non professionnels qui les accompagnent. Donc, le droit international voudrait que même ces personnels non professionnels des médias également soient protégés. Pour que le journaliste ou un rapport couvre un événement et diffusé, porté à la connaissance du public, il a besoin d'être escorté pour sa sécurité. Il a besoin d'un chauffeur. Et c'est un travail d'équipe. Donc l'ensemble de ces personnes composant cette équipe devront être protégées et avoir des situations sécuritaires. Maintenant, pour que le travail des journalistes ou de tous ces professionnels des médias puisse exercer, il faudrait que ça s'exerce aussi suivant les critères et les conditions du professionnalisme. Qui dit journaliste dit la neutralité, dit l'impartialité et dit l'indépendance dans le traitement de l'information recherchée. Et le plus souvent, quand on essaye de voir bien, on constate souvent des difficultés dans les médias privés et les médias indépendants. Souvent, qui dit journal, médias indépendants, généralement c'est des entreprises unipersonnelles où à la tête et en membre une seule personne et ils traitent l'information là en toute conséquence. Et avec l'évolution des nouvelles techniques de l'information et de la communication, parfois l'information qui n'a pas, le journaliste ne parvient pas à vérifier toutes les sources de l'information et dès lors que ça publie, ça risque de compromettre à l'intérêt général ou causer des dommages à des particuliers ou à des tierces personnes. Et je crois dans ce cadre où les réformes institutionnelles qui ont été faites, avec les incorrections des anciennes institutions, je crois à partir de 2018, il y avait assez de réformes qui ont été apportées. Et dans le cadre d'espèces, je pense qu'il y a l'OAMA qui fait des efforts assez importants. Même si tout ne peut pas être fait en un jour, il y a des efforts quand même qui ont été faits. Si on essaie de voir quand nous étions reculons dans les 20 ans en arrière, on n'a même pas cette structure. Ça aussi, c'est des efforts en termes d'appui de l'État tchadien. Je pense que c'est assez important qu'on doit reconnaître, mais tout n'est pas fait. Je dis bien c'est une question de gouvernance. Le journaliste devrait continuer. Et la place du journaliste, le travail du journaliste est un indicateur même de gouvernance démocratique dans nos sociétés. Donc, s'il y a des questions, des propositions, c'est le moment. La parole est à qui veut la prendre. Sur le plan juridique, les maîtres ont bien apporté un éclairage par rapport au statut des journalistes. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activistes. J'aimerais savoir, ces activistes sont classés dans quelle catégorie? Sont-ils des journalistes ou bien sur le plan juridique, ils sont dans quelle catégorie? Voilà ma première question. La deuxième, c'est, on nous a appris à l'école qu'un journaliste ne doit jamais divulguer sa source, même avec un couteau à la gorge. Il peut cependant cibler ça à l'oreille du juge si jamais il est traduit devant les juridictions compétentes. Et maintenant, en tant que journaliste, si vous êtes impliqué ou bien vous êtes cité dans une affaire, dans l'exercice de vos fonctions, c'est-à-dire vous êtes allé mener une enquête ou bien vous êtes allé faire un reportage et que l'enquête de la police judiciaire ou bien d'une organisation internationale vous a cité et que vous êtes maintenant devant la barre, est-ce qu'il y a une loi au Tchad qui peut vous protéger ou bien une loi internationale qui peut vous blanchir en tant que journaliste? La troisième, c'est lorsqu'un journaliste est menacé par une personne anonyme,
il alerte le gouvernement, il alerte les autorités et que rien n'est fait. Du coup, il est mort ou bien il est assassiné. Si quelque chose lui arrivait, qui serait le responsable sur le plan juridique? Merci. Oui, bonsoir Monsieur Stéphane et aux panélistes, à tout le monde. Moi c'est Gédéon et pour moi je n'ai pas une question. C'est une contribution et également un témoignage. Je rends hommage à nos confrères qui travaillent dans des provinces. J'étais dans une province, je sais comment les journalistes souffrent sous pression des autorités locales et c'est les autorités locales qui décident quelle information il faut la publier ou il ne faut pas la publier, quel terrain il faut aller et quel terrain il ne faut pas aller. Je les rends hommage. Je soutiens ce que vous avez dit, il y a un progrès en termes de sécurité, mais c'est seulement centralisé au niveau de N'Djamena. Au sud, il y a un travail qui est en train d'être fait parce qu'il y a beaucoup de radios privées qui dénoncent certaines choses et qui mettent la pression sur la force locale qui essaie de changer. Pour une anecdote, j'ai été mis en prison pendant 8 heures pour juste aller au terrain couvrir une bagarre. Et le préfet me dit, qui t'a autorisé d'aller au terrain couvrir l'activité? C'était à Massakori quand j'étais correspondant de l'ONAMA. 8 heures, ils ont arraché mon téléphone, mais il a fallu que N'Djamena appelle le gouverneur, Dr Hawa Othman. Jamais elle m'appelle, mon téléphone ne passe pas, mais quand elle a appelé le préfet, il a commencé à trembler. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent. J'ai été giflé au terrain par un gouverneur. Vous voyez des réalités que nous vivons, même les hautes autorités ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement. Nous voulons ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et s'il y a la bonne gouvernance, nous allons nommer ceux qui ont la compétence, ceux qui connaissent la valeur, les droits humains pour l'appliquer et je pense que tout ira mieux. Oui, par rapport au premier intervenant, je crois que, comment on appelle ça, les médias en ligne, il y a une loi qui les régente également. Hein. Il ne faut pas peut-être croire que c'est un espace ouvert où n'importe qui peut se défouler là-bas. Il y a une loi qui régente donc cette activité-là. Donc là, pour ceux que ça, tenez-vous tranquille. L'autre, les activistes, oui, bien sûr, mais là, c'est la presse en ligne. Donc, il y a ceux-là. Et je crois que l'autre aspect de votre question, c'était la source d'information. Mais la source, elle est protégée par la loi. La loi vous dit que vous êtes tenu de garder votre source d'information. C'est ça qui fait de vous un journaliste. Mais si vous lâchez votre source, vous êtes fini. Vous perdez aussi votre qualité de journaliste. Je ne sais pas qui va vous appeler journaliste demain. Vous avez tout perdu. Parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un que X, c'est X qui m'a donné cette information. Là, vous vous êtes totalement grillé. Donc, la loi vous dit que vous êtes obligé de garder ça pour vous. Même au juge, vous n'êtes pas tenu de le dire. Vous voyez, ça c'est un secret. Vous savez où vous avez trouvé. Mais si l'information s'avère juste, ben vous maintenez votre position. C'est tout. Vous l'assumez. C'est ça aussi être journaliste. Mais maintenant, si c'est des ragots, alors là, on va vous démontrer également le contraire. Donc c'est là où il faut faire très attention. La source, elle est digne de foi. Bon, le journaliste assume. Et la loi le protège à cet égard. Là, il ne peut pas lâcher. L'autre aspect de la question, c'est lorsqu'on vous cite, là, je n'ai pas très bien compris la portée de la question, mais je ne sais pas, on vous cite dans un procès, dans une enquête, on vous cite, vous êtes à la barre, qui va vous défendre? Moi, je sais, vous. Mais puisque la source est protégée, vous avez diffusé une information qui est protégée par la loi. Et si cette source est digne, mais vous la maintenez. Autrement dit, il appartient à celui, maintenant, qui intente une action contre vous de démontrer le contraire. C'est simplement ça. Et maintenant, pour l'autre aspect de la question, ce sont les plaintes, en fait, des menaces anonymes. Mais vous pouvez aussi déposer plainte contre X devant un cabinet d'instruction, demander à un juge d'instruction d'ouvrir une enquête. C'est vrai, vous avez fait la dénonciation, mais vous n'allez pas continuer par attendre tranquillement sur vos lauriers. Non. Vous menez des investigations autour de cette menace anonyme. Si vous avez des indices qui vous permettent de croire que c'est X ou Y qui est à l'origine ou bien qui se cache derrière cette menace anonyme, mais vous informez le juge d'instruction. Lui, il a tout un arsenal là pour déployer les moyens et essayer de faire appréhender le mis en cause.
Donc, porter plainte contre X, simplement parce qu'on n'a pas une identité exacte de l'auteur. Mais par la suite, à travers des investigations, on peut découvrir qui se cache derrière cette menace anonyme. Donc vous voyez, il ne faut pas seulement faire une dénonciation et puis s'arrêter là. Vous pouvez saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile. Et dès que vous avez la moindre fuite, vous venez vous confier ça au juge d'instruction. Lui, il sait comment il va procéder. Donc il ne faut pas s'arrêter simplement à une simple dénonciation, mais il faut approfondir. Voilà, nous invitons aussitôt le ministre Bethel Miarom et le président de l'UJT, Mahmoud Abbas, à prendre place ici avec Alafi Adamou comme modérateur. Bien, merci. Bonne fête à toutes les femmes et tous les hommes des médias. Dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de liberté de presse, il nous a été demandé, avec le président de l'UJT, de nous entretenir d'un thème d'actualité, en l'occurrence le journalisme et la prévention de la paix. C'est un thème d'actualité parce que, comme vous le savez tous, le Tchad, notre cher et beau pays, depuis plus de 50 ans, reste toujours confronté à des crises, à des conflits, à des rébellions de toutes sortes, aux conséquences incalculables. Le Tchad est également entouré par des foyers de tension. Hier, la Libye, la RCA, aujourd'hui, le Soudan. Et sur le plan mondial, il faut dire que la Russie et l'Ukraine, par exemple, se battent depuis plus d'une année avec des répercussions sur nos pays africains. Il s'est de noter que dans de telles situations, le journaliste fait face à un véritable dilemme. Comment remplir sa mission première, à savoir publier et diffuser des informations précises et impartiales, quand en fait il n'a pas d'informations, quand il n'a pas de source fiable, quand le journaliste n'a pas de temps et généralement quand les différents protagonistes s'efforcent de vouloir contrôler tous les médias. En temps de conflit, vous le savez tous, on parle de guerre de communication. Et l'exemple le plus illustratif est ce conflit qui déchire le Soudan voisin. La Hama a été même obligée de publier un communiqué officiel demandant aux journalistes tchadiens de ne pas relayer les fausses informations et la propagande. Parce que dans ce cas de figure, l'information peut être peu fiable ou juste censurée. En période de conflit, il faut également savoir que fournir des informations fiables au public exige des compétences journalistiques supplémentaires. Les journalistes doivent en effet acquérir une compréhension plus poussée des causes du conflit et voir comment celui-ci se développe pour se terminer. En fournissant ainsi toutes ces informations, le journaliste contribue à mieux informer le public sur le conflit au-delà de la violence et il peut ainsi aider à sa résolution. Et chaque journaliste doit comprendre ce que Ross Howard a dit dans son ouvrage de référence sur le journalisme sensible au conflit. Et je cite, « La mission des journalistes professionnels n'est pas de réduire les conflits. Leur mission est de diffuser des informations exactes et impartiales. Mais une bonne pratique du journalisme peut souvent mener à la réduction d'un conflit. En période de conflit, la responsabilité des journalistes est encore plus grande, car ils peuvent être manipulés à des fins politiques pour diverses raisons. À ce niveau, je voudrais citer l'exemple du Rwanda, qui est un cas d'école, avec une radio comme la radio 1000 Collines, qui a été utilisée pour diffuser des messages de haine, contribuant ainsi à envenimer le génocide. Être un journaliste sensible au conflit, c'est être un journaliste de paix.
un journaliste qui milite pour la paix. En informant ainsi, le journaliste peut mieux éclairer le public sur le conflit qui se cache derrière la violence et peut ainsi contribuer, pourquoi pas, à le résoudre. Je m'en vais maintenant vous parler un peu de ce concept, le journalisme sensible au conflit ou le journalisme de paix. Je l'avais dit, être un journaliste sensible au conflit, c'est être un journaliste de paix. L'expression journaliste sensible au conflit est née de la volonté de quelques journalistes qui ne voulaient plus se contenter de couvrir les guerres et certaines situations politiques, mais plutôt de contribuer à les prévenir. Et cette prévention, il faut le dire, se fait sur la base du respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi et surtout des faits, et rien que les faits. Je voudrais parler sous le contrôle des enseignants ici. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Les faits sont sacrés. Tout ce qui est diffusé ou publié doit être décrit avec exactitude. Par exemple, l'orthographe des noms, les faits tels qu'ils se sont passés et la signification réelle de ce qui a été dit ou qui s'est passé sur le terrain. Deuxième élément, l'impartialité. Dans tous les codes, on souligne l'importance de l'impartialité. C'est le fait de ne pas prendre parti. Pour ce faire, un bon journaliste, un journaliste professionnel, un journalisme de paix, visera à réaliser un reportage qui est équilibré. Être équilibré signifie la présence des deux parties en conflit. Troisième élément, et le dernier, la responsabilité. Les journalistes ont des obligations professionnelles envers les gens pour lesquels ils font ces reportages et envers la société. Je pense que ce thème a fait l'objet d'une communication entre hier et ce matin. Beaucoup de gens ne communiqueront des informations qu'à des journalistes responsables. Et ces trois éléments, lorsqu'on les additionne, exactitude, plus impartialité, plus responsabilité, nous donne la fiabilité. C'est le maître mot de tout journaliste. Diffuser, publier des informations fiables et faire la promotion de la paix. Faire la promotion de la paix. Au Tchad, nous avons une multitude, près de 150 médias, qui, à un moment donné, ont contribué à la prévention. Je parle ici sous le contrôle du président de l'UJT. Les journalistes et les organisations professionnelles ont été associés pour faire diffuser des messages allant dans le sens de la paix, de l'unité nationale et de la concorde. Je pense que le président de l'UJT va apporter des éléments d'information sur ce sujet-là. Donc voilà la fille présentée rapidement, en moins de 10 minutes, ce que je voulais dire sur le thème d'actualité. Et peut-être qu'on aura des échanges un peu plus poussés pour revenir sur le sujet. Merci. Merci, Monsieur le ministre Bettel Miarom, pour votre intervention qui est claire, nette, précise et enrichie, qui va donc servir à tous les communicateurs, tous les journalistes, tous les étudiants qui sont dans la salle. Je vais donc passer la parole au président de l'Union des journalistes tchadiens, sinon conseiller national, à Mahmoud Abbas, pour son intervention. Merci, Monsieur Alafi. Merci, Monsieur le ministre Bettel. Chers collègues, chers étudiants, je dois présenter d'abord mes remerciements au comité d'organisation qui a choisi ce thème très important, les rôles des journalistes dans la paix ou la construction de la paix. On m'a demandé, comme le bilinguisme oblige, de faire la présentation en arabe. Je pense que les collègues francophones ont été suffisamment entretenus depuis hier à travers les différents panels. Donc, شكرا جزيلا. فيما يتعلق بموضوع هذه الجلسة هو دور الصحافة أو الصحفي في بناء السلام، وهذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، لأنكم كما تعرفون وخاصة بلدنا تشاد موجودة في موقع يكاد يكون ملتهب
كل الدول المحيطة بتشاد تعاني من مشاكل، من حروب، من صراعات، وحتى احنا تشاد نفسها خلال عشرات السنين عشنا حروب ومشاكل وصراعات. لذلك لما تجي في بلد تلقى الناس يتكلموا كثير حول السلام، معناها في مشكلة، معناها السلام ما موجود. وكلنا نعرف أهمية ودور وسائل الإعلام. يعني الإعلام يمكن أن يبني ويمكن أن يدمر بكلمة واحدة. والوزير بيتيل في مداخلته تحدث لنا فيما يتعلق بدور السلبي لإذاعة مشهورة في رواندا في عام 1994، إذاعة ميلكولين. دائما لما نتكلم عن الدور السلبي لوسائل الإعلام نجيب هذا المثال دائما وأبدا، نذكر إذاعة ميلكولين. ليش؟ لأن إذاعة ميلكولين في عام 1994 أججت الصراع والمشاكل بين الهوتو والتوتسي، وزرعت الكراهية بين المجموعتين. بعدين حدث حرب، وكلنا نعرف الشيء اللي بقى تقريبا أكثر من 1,000,000 شخص ماتوا في الأزمة اللي حصلت في رواندا 1994. لذلك الناس فكروا في كيفية الإعلام أو الصحافة يساهموا في بناء السلام. لما نتكلم عن صحافة السلام معنا في صحافة أخرى هي صحافة الحرب، وعشان الإعلام ما يظل دائما يروج للحرب، ينقل أخبار الحرب. اليوم وظل مع الأسف الشديد لما نفتح التلفزيون، لما نفتح الراديو، نلقى دائما قتل وذبح وتفجرت ما أعرف عبوة ناسفة. الأخبار اللي نشوفها في التلفزيون كلها أخبار حزينة، موت وقتل وذبح وحرب. لذلك احنا ما ممكن نستمر دائما نجيب هذه الأخبار. الدنيا ما كلها بس هذه الصورة السلبية، الصورة السوداء. في أيضا حياة أخرى وهي غير الحياة الحرب. لذلك الناس فكروا في كون يكون في صحافة السلام، ما يسمى بالبيس جورناليزم أو الجورناليزم دو بي، كيف ننقل أخبار تعزز السلام داخل المجتمع. وهذا النوع من الصحافة يركز دائما على الوقاية أولا من الحروب. يعني احنا ما نتكلم عن السلام بعد ما الحرب تقع، نو، يجب أن نتكلم عن السلام قبل وقوع الحرب. احنا عارفين في أدبيات إدارة الصراع عندنا حفظ السلام وبناء السلام، وكذلك إعادة السلام. في أدبيات الأمم المتحدة في حل فض النزاعات عندنا ما يسمى بحفظ السلام. ده لما يكون السلام يعني أثناء في طرفين متصارعين كيف نحافظ على السلام، وده بوقف الأدائيات. يعني مثلا الآن في السودان في حرب بين الحكومة أو الجيش وبين قوات أخرى مساندة للجيش، فكيف نحافظ على السلام في مثل هذه الظروف؟ لأن خلاص الحرب اندلعت. بناء السلام، كيف نبني السلام قبل وقوع الصراع. ولذلك في كل هذه المراحل احنا كإعلاميين كصحفيين عندنا دور نقوم به عشان نحافظ على هذا السلام. دورنا في المرحلة الأولى هو إنه احنا يجب أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى الصراع، وما هي الأشياء التي نحن نتصارع من أجلها شنو. فيكون دورنا كيف نقرب بين وجهات نظر. يعني عندنا طرفين، طرف ألف وطرف باء قاعدين يتصارعوا. احنا كإعلاميين هل نجي نقول الطرف الأول غلطان والطرف الثاني ضحية؟ لا، احنا طبعا دورنا إنه احنا نركز في إيجاد أرضية مشتركة يسمونها باللغة الإنجليزية common ground. لما نلقى أرضية مشتركة نقدر نقرب وجهات نظر الطرفين، نجيبهم نحو الأرضية المشتركة اللي هم كلهم متفقين عليها. بناء على ده احنا نقدر نتكلم بعد ذلك عن أهمية السلام وشنو الحاجات اللي تقدر تجمع الطرفين عشان نقدر نعزز السلام بين الأطراف. كذلك احنا نروج للغة الحوار باعتبار أن الحرب لم تحل مشكلة في يوم من الأيام، وإلا احنا في تشاد ممكن نقدر نكون شامبيون يعني في الحرب في التواس. دائما المشاكل تحل بالحوار، بالناس المتنازعين يجلسوا يتكلموا فيما بيناتهم،
بعد ذلك يقدروا يصلوا لحل المشكلة. لكن الحرب ما كانت في يوم من الأيام حل أي مشكلة من المشاكل. أيضا إحنا يجب يكون دورنا كصحافة للسلام إنه نزرع الثقة بين الأطراف، ما نشكك في نوايا الأطراف، ما نأتي بتقارير كصحفيين تؤجج الصراع، بدل إحنا مثلا الناس كلهم متجهين خلاص ماشيين نحو التفاهم، إحنا نعمل ريبورتاج أو نعمل مقابلة انترفيو تهدم الجهود الوساطة والمصالحة الناس سووها. كذلك إحنا يكون دورنا نكون دقيقين جدا في اختيار كلماتنا. واليوم للأسف الشديد مع الفيسبوك والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي كثير من الخطاب الكراهية يعني قاعد ينتشر عبر هذه الوسائل. واليوم بسهولة بمكان يعني وسائل التواصل الاجتماعي الريزو سوسيو أصبحوا يدمروا العمل اللي يقوم فوق وسائل الإعلام الآخر. أنت ممكن تتكلم نحو السلام، واحد يعمل مساج فوكال يرسلها في جروب واتساب، يشتم، يعير، يعني يتهم، يدمر كل الحاجات اللي احنا سعينا من أجلها عشان نقرب من وجهة نظر الجمهور. ولذلك احنا دورنا يجب أن نكون دقيقين في نقل الأخبار. والآن هناك مصطلح ما يسمى بالفاكت تشيكينج اللي هو تقصي الحقائق. اليوم في تزوير كثير بيحصل في الانترنت، بسهولة نقدر نزور نجيب صورة ما للحدث معين اليوم، ممكن قبل 2 3 4 سنوات مشكلة حصلت في منطقة أخرى في مكان آخر، نجيب هذه الصورة ونقول هذه المشكلة حصلت اليوم. كم من الناس يتأثروا، كم من الناس يصدقوا هذه الأشياء، وممكن مثل هذه الصورة تزيد في المشكلة أكثر. كذلك الفيديوهات والصور وغير ذلك، يعني أصبح دورك كصحفي معقد أكثر من زمان. ولذلك ما يعني مثلا كثير من الصحفيين اليوم يداير يلقى هو أول زول ينشر خبر، فما يأكد، طوالي لقى أي شيء ينشره. وإحنا حتى عندنا هنا في 2020 أيام كوفيد عندنا بعض الصحفيين دخلوا السجن لأن لقوا مرسوم رئاسي حول الكوفر، قالوا الكوفر بقى الساعة 2 وهو أصلا الساعة 6، فشالوه ونشروه مباشرة. بعدين تمموا ملحقاتهم ومش دخلوا السجن. إذا تقصي الحقائق ده شيء ضروري جدا، لأن أي كلمة تقولها أنت أثناء الصراع يؤدي إلى تأجيج الصراع أكثر فأكثر. فنحن نتجنب نشر خطاب الكراهية، الديسكور دهن، نتجنب هذا الخطاب، هذا الديسكور، لأن نتائج مثلا في مثال راديو ميلكولين. أيضا إحنا نتجنب النعرات والمفردات. كثير من المفردات يعني اليوم تقال مثلا لتقليل من شأن فئة معينة، مجموعة معينة، ديانة معينة، قبيلة معينة. دي كلها يا جماعة أشياء من الأشياء التي تؤدي إلى تأجيج الصراع والمشاكل داخل المجتمع. فإحنا نعمل قصارى جهدنا كصحفيين كإعلاميين على تعزيز الوئام والسلام داخل المجتمع بتقريب وجهات النظر، تغليب لغة الحوار، وأيضا دائما نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية، الريسبونسابيلتي سوسيال دو جورناليست، لأن إحنا قاعدين في المجتمع، إحنا جزء من هذا المجتمع. أحيانا إحنا نضحي بالحقيقة تجنب للصراع. يعني مثلا أنا مشيت ريبورتاج وحضرت مثلا شفت عدد الضحايا من الطرف الفلاني الذي اعتدى على الطرف الفلاني، ما ممكن أنا نجي بعدين في الريبورتاج نكتب نقول والله القبيلة الفلانية قامت واعتدت على القبيلة الفلانية وقتلت 150 من القبيلة الفلانية. القبيلة الفلانية دي لما تسمع الخبر ده رد فعلهم شنو؟ هيجي يقتلوا 300، يقتلوا 600. إذا صحيح أنا قروني في الإيكول إنه أنا ننقل الحقيقة، لكن أحيانا أنا نضحي نساكريفي الحقيقة عشان لا ريسبونسابيلتي سوسيال حقنا. عشان شنو؟ أنا نتجنب، كان أنا جبت الحقيقة دي كما هي نشرتها، النتيجة أم باكر ناس يمرقوا في شوارع جنبنا يتقاتلوا بسكاكين ببنادق. إذا لو أنا ما نشرت شنو يحصل، ولو نشرت شنو يحصل. يجب أن نضع دائما في نصب عيننا. ولو نرجع للكود حقنا، الكود ديتيك حقنا، القانون، الأخلاقيات، نلقى واجبات الصحفي واضحة وحقوق الصحفي أيضا واضحة. في الواجبات وضحوا لنا كل الأشياء اللي احنا المفروض نقوم بها عشان نمارس عملنا: الدقة، المسؤولية، التحري، التوازن، عندك الرأي والرأي الآخر،
وكذلك لابد أنه أنا أؤدي العمل بمهنية. طبعا بعض الناس يتكلم عن الموضوعية، لكن احنا نرى أنه ما في موضوعية طالما الإنسان إنسان عنده مشاعر وعنده ميول وعنده رغبات. مهما كان أنت كإنسان تختلف عن الجماد، مهما كنت إنسان متوازن. لما الموضوع يتعلق ببلدك، يتعلق بأسرتك، يتعلق بمنطقتك، أكيد عندك ميول، لكن ما تترك هذا الميول يأثر فوقك حتى ما تقدر تقوم بعملك بشكل مهني. لذلك احنا نقول الموضوعية ما موجودة، ولكن احنا نفضل النزاهة، تبقى ترانسبارون، تبقى اونيت. طبعا اوبجكتيفيتي ده ما في صعب يعني الانسان يبقى اوبجكتيف، ما على الاقل يبقى اونيت dans le traitement de l'information. صحافة السلام قلنا هي عكس صحافة الحرب، وهي دائما صحافة استباقية تستبق الأحداث، ما تنتظر الأحداث تحصل بعد ذلك تتكلم أو تقوم تنقل الأحداث قتل وذبح وكذا، ولكنها تدق ناقوس الخطر، تنبه الناس. يعني قبل رأت إنه في بداية الأزمة في جذور بدأت تظهر، هي تلفت الانتباه إنه لو الناس ما قاموا بشيء غدا يحصل شيء الفلاني، وهذا الشيء إذا حصل الخسائر تكون كبيرة والآثار تكون خطيرة لنا كلنا. لذلك لابد لكل الأطراف إنها تغلب لغة الحوار بدل لغة الحرب. بهذا الشكل تكون صحافة السلام ساهمت على الأقل في الوقاية من وقوع في الأحداث، وكذلك إذا حصلت الأحداث يجب أن نتناولها بعقلانية وبمزيد من المهنية، ودائما نركز على كيف إنه إحنا نقدر نصل إلى السلام والوئام ونجنب مجتمعنا ويلات الحروب. أعتقد ده هو أهم ما أريد أن أقوله في هذه الجلسة. بعد كده الباب يكون مفتوح للنقاش. Je pense que mon frère Alafi a compris ce que je dis, comme c'était en arabe très facile. Puisque je suis bien entouré, je suis entouré de professionnels et le bilinguisme oblige. Je pense que mes frères arabophones ont eu des détails concernant les thèmes, y compris pour nos frères francophones également. Avec le ministre Betel Miarom, je crois que c'est les derniers, tout ce qui vient en dernière position est toujours meilleur. Donc je pense que c'est un très bon panel. Maintenant, nous allons ouvrir une série de 3 questions. Si vous avez des questions à poser, ou bien des contributions concernant les thèmes qui portent sur le journalisme et la prévention de la paix. ليس سؤالا ولكن مداخلة. في هذا اليوم الذي يحتفي به أو تحتفي به الكثير من الدول لحرية الصحافة، إن من أجمل ما رأته الصحافة يوما هي ميلاد صحافة الهاتف، رغم أنها استخدمت في بعض الأحيان في أمور غير جيدة مثل بدايات الحرب أو التحريض كما ذكرتم في قضية رواندا. منذ ميلاد ربيع العربي وانتشار ما يسمى بصحافة الهاتف كانت غالبا تلعب دور الحقيقة نيابة عن أغلب المؤسسات الإعلامية التي تمشي على خط نشر مرسوم وفيه قد تضيع الكثير من الحريات. هذه الحريات التي نتحدث عنها اليوم في 3 مايو تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. النقطة الثانية، الغنى أو الفقر هما أساسيان لابتعاد الصحفي عن الحقيقة أو عن الحرية التي يريد أن يتسم بها. فمثلا عندما يحصل الصحفي على ما يريده من المال يمكن أن يسكت، وبذلك قد تضيع حرية الصحافة بصورة أو بأخرى. ثم إن الفقر أيضا هو مسببات لضياع حرية الصحافة أيضا. ولا أطيل وشكرا، بارك الله فيك. Je suis Gambi Daniel, étudiant au département des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'université Emikoussi, stagiaire à la Luciole. Vous venez de dire un journaliste de paix doit être neutre dans sa manière de publier les informations. Ce qui me préoccupe important, c'est un journaliste de paix, comment il doit se prendre dans le cas où on l'envoie dans un conflit, par exemple intercommunautaire, où on parle d'éleveurs agriculteurs,
Tu as bien commencé ta question, mais vers la fin, tu as dérapé. Lorsque tu dis qu'est-ce que le journaliste doit faire quand il voit ses parents être massacrés, mais là tu as déjà pris parti. Tu as déjà pris parti. Or, on vous dit qu'il faut être impartial. Quand vous allez sur le terrain, si c'est votre communauté qui est attaquée, on vous demande d'être impartial. Si vous pensez que vous ne pouvez pas l'être, laissez la place à quelqu'un d'autre pour faire ce reportage, en toute objectivité, dans la neutralité la plus totale. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de donner les faits. On vous demande de diffuser une information équilibrée. Qui dit information équilibrée dit donner la parole aux deux communautés. Vous avez cité le cas d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ben, il va sans dire que vous devez donner la parole à ces deux communautés, aux responsables des deux communautés. Maintenant, le problème que nous avons au Tchad, ou du moins dans toutes les parties du pays où on a ce genre de conflit, c'est qu'il est difficile de tendre le micro à ces deux communautés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Récemment, on était au sud du Tchad, à Koumbra, pour une formation avec les responsables des radios communautaires. Et un des journalistes nous a clairement dit que lui, dans sa chambre, il a monté une histoire. Et comme c'est un journaliste de la partie méridionale du pays, il a pris fait et cause pour les agriculteurs. Est-ce que c'est cela le travail du journaliste? Est-ce que c'est cela qu'on enseigne dans les écoles? Je ne le pense pas. On vous demande d'être juste, donner l'information vraie et équilibrée. C'est ce qu'on vous demande. Maintenant, pour la deuxième question, est-ce que dans vos écoles, on vous enseigne déjà, ou du moins, on vous parle déjà du code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien? Est-ce que c'est fait? Mais qu'est-ce que dit le code par rapport à votre préoccupation? C'est clair dans le code. On ne peut pas prendre de l'argent. À la première question ou deuxième question? La deuxième question. Deuxième. Oui. Mais c'est dire qu'un journaliste, quand il fait face à ce genre de situation, il doit refuser de l'argent. C'est simple. Mais c'est que je dis comme ça parce que c'est à propos où un journaliste accepte se voir terrassé par la somme d'argent qu'on lui propose. Celui qui choisit d'être journaliste fait un vœu de chasteté, de pauvreté. Un vœu de pauvreté. D'accord. Si vous voulez être journaliste, c'est que vous avez accepté d'être pauvre. الاسم ميمونة موسى عبد الكريم وكالة تشادية للأنباء والنشر. في المجتمع التشادي صحفي السلام دائما يصنف بأنه صحفي منحاز لجانب معين أو بمعنى أوضح أنه مطبل. فسؤالي هنا كيف إني أكون صحفية السلام بدون ما أكون منحازة لجانب معين؟ شكرا. هو أيا كان لن تنجو من التصنيف سواء كان مع الحرب أو مع السلام، ولكن أعتقد الخيار واضح. كون أنت تختار صحافة السلام، الهدف أنك أنت تساهم في الحد من الصراعات. فكونك يعني الناس يصنفوك على أساس أنك أنت مطبل، أو على أساس أنك أنت صحفي تابع للدولة، أو على أساس أنك أنت يعني منحاز لطرف، يتوقف على التقارير التي أنت تعدها. إذا كانت فعلا تقارير مهنية وفقا لقانون أخلاقيات الصحافي، وفقا للتشريعات الإعلامية، ما أعتقد تكون في فرصة أن الناس يصنفوك. لكن إذا أنت بدأت تقلب الحقائق، إذا بدأت تنشر أخبار غير صحيحة، بلا شك أنك ستكون عرضة للتصنيف. J'ai suivi religieusement le ministre et le président de l'UJT. Je m'appelle Karia Amadou, journaliste débutant à ATPE. J'aimerais, ça peut s'apparenter comme une contribution. J'aimerais que le ministre Bettel, comme il est à la Hama, ils sont en train de faire déjà un travail laborieux en ce qui concerne la sensibilisation, mais
quand on parle du journaliste de paix, il y a un problème de communication entre les gouvernants et les gouvernés. Les journalistes qui sont des relais ou bien qui sont des intermédiaires entre ces deux corporations se confrontent souvent à des difficultés quand il a parlé de principe d'impartialité et d'équilibre. C'est l'éthique et la déontologie qui nous imposent. Mais souvent, quand peut-être j'initie un sujet de reportage par rapport à un phénomène, il y a souvent ce qu'on appelle la rétention de l'information par les officiels ou bien par la population. Je plaide à ce que, monsieur le ministre, que vous fassiez plus de sensibilisation au niveau de la population, au niveau de nos gouvernants, qui ne s'ouvrent pas aux journalistes. Une contribution par rapport aux journalistes. D'abord, un journaliste, c'est un homme de la paix. C'est un homme qui fait la promotion d'une société où il fait beau vivre. Ça, c'est d'abord la mission principale d'un journaliste. Voilà, merci. Nous allons donner la parole. Je crois que beaucoup plus, c'est des contributions. Celui de Kari et puis Isaac. Donc, nous allons passer la parole au président de l'EJT, les conseillers. Bon, M. Abrahman, il a posé une question. Il dit comment les journalistes peuvent-ils concilier entre le journalisme de paix et la ligne éditoriale de son organe et la politique de l'État si l'État opte pour la guerre comme solution. بشكل عام احنا نتكلم عن صحافة السلام كحل لإدارة الصراعات. كما ذكرنا انه قبل وقوع الأزمات نحن نعمل على تقريب وجهات النظر وعلى نزع فتيل الأزمة وزرع الثقة بحيث نتجنب وقوع الحرب. أما إذا وقعت الحرب فالخط التحريري للمؤسسة طبعا يختلف من أي مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. هل أنت في مؤسسة إعلامية عامة تابعة للدولة؟ هل أنت في مؤسسة إعلامية خاصة؟ الخيار أعتقد واضح أو يعني في كل حالة مختلفة عن الأخرى. هناك إحنا عندنا ما يسمى بالضمير المهني، الكونسيانس بروفيسيونيل. الضمير المهني يعني زي ما قبل ذكر إن أنت مثلا مشيت في منطقة فيها أقربائك مزارعين ورعاة، واحد منهم من أقربائك قاعدين يتحاربوا. أنت إما تنقل الأحداث بمهنية أو تنسحب. زي القاضي الجيش إذا جاء في محكمة لقى واحد من أقربائه في المحكمة إما يتنازل عن القضية أو يعزل لأنه لا يستطيع أن يكون محايد. C'est vous dire que ce ne sont pas seulement les médias privés qui rencontrent ce problème, mais même les médias publics. Je parle sous le contrôle de mon frère Ganda qui a été directeur d'une station à Doba et d'autres responsables de l'ONAMA ici présents. Donc c'est un problème d'ordre général. Maintenant, il nous appartient de savoir cultiver nos contacts, d'avoir un bon carnet d'adresses pour diversifier les sources d'information, les contacts et, comme l'a dit Isaac, chercher à diffuser une information complète. Diffuser une information complète, si possible, une information équilibrée. Toujours équilibrée, vraie, véridique et une information qui peut se vérifier. Voilà un peu le complément que je voulais apporter à la contribution de mon frère Kari. Merci. Merci. Nous arrivons donc au terme du temps qui nous est imparti. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Bettel Miarom, pour votre disponibilité. Merci également au conseiller national, le président de l'Union des journalistes, Abbas Mahmoud Tahir, pour votre disponibilité. Et également à vous qui avez pris part ou bien qui avez assisté donc, à ces panels.